On va essayer de s'attaquer à l'exercice numéro 3 qui porte sur la calorimétrie. On nous dit que nous avons un calorimètre avec une capacité thermique de 167 joules par Kelvin. Capacité thermique 167 joules par Kelvin. Ça représente la chaleur, l'énergie thermique nécessaire pour changer la température de notre calorimètre de 1 degré. Ça nous permet de tenir compte des échanges thermiques avec le calorimètre lui-même. Et on a 400 grammes d'eau à une température de 10 degrés. Donc on a une masse d'eau qui est de 400 grammes et sa température de cette eau et du calorimètre, en fait la température de tout le système, c'est de 10 degrés centigrades au départ. On va ajouter à cette eau de la glace, dont la masse n'est pas donnée, c'est cette masse de cette glace qu'on nous demande de calculer, mais on nous donne sa température initiale, température de la glace, qui est à moins 10 degrés centigrades. Et la température d'équilibre s'établit à 4 degrés. Ça veut dire que si on laisse la glace dans l'eau, ils vont avoir un échange thermique et l'eau va se refroidir, le calorimètre aussi, et la glace, lui, va augmenter sa température et vu que la température finale est de 4 degrés, non seulement il va changer de température, mais il va aussi fondre, il y aura un changement d'état. Dès qu'il passe le 0 degré, l'eau de l'état solide passe à l'état liquide. Alors, qui donne de la chaleur, qui le reçoit? C'est une question qui permet un peu de clarifier la chose au début. Vous voyez bien que l'eau, il était à 10 degrés et la température finale de tout, donc de l'eau, est de 4 degrés. L'eau, donc, a donné de l'énergie thermique. Sa température a baissé parce qu'il a donné de l'énergie thermique. Donc, on va pouvoir dire que l'eau, c'est un élément qui a donné de l'énergie et on va regarder qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, quand ce diagramme dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est ce qui arrive à un objet quand il donne de l'énergie thermique, quand il perd de l'énergie thermique. Il a une certaine température, disons, on va prendre toutes les étapes possibles. À l'état gazeux, si on refroidit la vapeur d'eau, l'eau à l'état gazeux, il va se transformer en liquide s'il est dans les conditions normales à 100 degrés. Donc à 100 degrés, il y a un changement d'état. Maintenant, ici, à ce point, on a de l'eau à l'état liquide qui va pouvoir donner encore de l'énergie, donc il va perdre de l'énergie jusqu'à atteindre sa température de fusion. Là, qu'est-ce qui lui arrive? Il va se solidifier. Et puis là, on aura de l'eau solide et donc sa température pourra baisser. Ça, c'est ce qui arriverait à n'importe quel type de matière. Ici, ces températures, ici, ce n'est pas évidemment 10 degrés, à 0 degré. Donc là, c'est ce qui arrive à l'eau quand on part de l'état gazeux et on lui retire de l'énergie. Donc il y a des étapes où c'est des changements de température et puis il y a des étapes qui sont des changements d'état. Notre eau, il était à 10 degrés, donc il était par là. Et il arrive aux températures finales à 4 degrés, par là. Il fait ce petit chemin. Il fait juste donc un changement de température. Vous voyez, l'eau, il est dans cette phase de changement de température sans changement d'état. On peut calculer l'énergie qu'il va libérer en passant de 10 degrés à 4 degrés avec la formule qui nous permet de le calculer. Cette énergie dépend de sa masse, de sa chaleur massique et de la différence de température. Là, on peut savoir quelle quantité d'énergie l'eau a libérée en passant de 10 degrés à 4 degrés. La masse, c'est la masse de l'eau, les 400 grammes qu'on met en kilogrammes. Ça, c'est la chaleur massique de l'eau liquide. Ici, l'eau est liquide, c'est la quantité de chaleur qu'il dégagerait si on diminue sa température de 1 degré pour 1 kg. Et ça, c'est la variation de température. Ici, delta T est on a passé de 10 à 4 degrés. Donc la delta T, c'est de 6 degrés. Chaleur massique de l'eau liquide, c'est 4180 joules par Kelvin. Chaque degré nécessite
la libération ou l'absorption, ça dépend dans quelle direction on va, de 4180 joules. Et la masse est de 400 degrés, ça veut dire 0,4 kg. Donc cette grandeur-là, on a tous les éléments pour le calcul. Qui donne encore de l'énergie? Hein? Ça, c'était donc pour l'eau. Il y a le calorimètre. Il a passé, lui aussi, de 10 degrés à 4 degrés. Et c'est là où la capacité thermique va intervenir. On a besoin de cette capacité thermique. Parce que la chaleur qui est libérée par le calorimètre peut se calculer en multipliant la capacité thermique par la différence de température, la variation de température. Capacité thermique qui nous est donnée, 167 joules par Kelvin. Et la différence de température, c'est la même que pour l'eau. Le calorimètre a passé de 10 degrés à 4 degrés, donc c'est de 6. Bien. Voilà ce qui donne de l'énergie. Hein? Ça, c'est l'énergie thermique qui est fournie par l'eau et par le calorimètre. Celui qui le reçoit, vous l'avez bien deviné, c'est la glace. Lui, il était à moins 10 degrés et à la fin, il se trouve à 4 degrés. Et comme on a dit tout à l'heure, il y aura même des changements d'état, il n'y a pas qu'un changement de température. Alors, regardons. Un objet qui reçoit de la chaleur, s'il est à l'état solide, il va augmenter sa température, il va fondre. Maintenant, il est à l'état liquide, il va augmenter sa température, il va bouillir et s'évaporer, et puis là, c'est de la sous forme gazeuse, et aussi sa température peut augmenter, mais là, il y a aussi la pression, etc. Vu que la glace, c'est de l'eau à l'état solide, les températures de fusion et d'ébullition, c'est ceux de l'eau. On dit la glace, mais c'est un nom qu'on donne à l'eau à l'état solide. Donc les températures de fusion et d'ébullition, les deux plateaux sont au même endroit. Sauf qu'ici, on a de la glace, donc l'eau à l'état solide qui est à moins 10 degrés. On augmente sa température, on doit le faire fondre avant d'arriver aux 4 degrés finaux. Donc la glace, lui, va faire ça, ça, ça. Voilà les 3 étapes qu'il va traverser. Et ces 3 étapes, l'énergie mise en jeu ne peut être calculée d'un seul trait. Il faut que chaque étape soit calculée séparément parce qu'ici, on a un changement de température, ici, on a un changement d'état, et de nouveau, on a un changement de température. Ici, c'est la glace qui passe de moins 10 à 0, il fond, et là, on a de l'eau qui passe de 0 à 4. Maintenant, ici, on aura un inconnu, c'est bien la masse de la glace. Mais c'est justement l'inconnu qu'on cherche. Et ici, donc, pour cette étape-là, on va pouvoir calculer mc delta t. La masse, c'est la masse de la glace, c'est lui qu'on cherche. C'est chaleur massique de l'eau à l'état solide, ce n'est pas le même qu'à l'état liquide. J'ai pris ici la valeur de la chaleur massique de l'eau à l'état solide, c'est de 2060. Vous trouvez ces informations dans vos formulaires, sur Internet, il y a pas mal de sources qui vous donnent ça. Il ne faut pas prendre ça par cœur, évidemment. Donc 2060 joules par kilogramme. Et puis là, c'est la différence de température. Ici, on a passé de moins 10 à 0. Donc la différence de température, c'est de 10. Voilà pour cette étape numéro 1. Prenons celui-là, l'étape de changement d'état. Le changement d'état, les chaleurs mises en jeu, se calcule en multipliant la masse par la chaleur latente, ici, de fusion. La masse, c'est toujours la masse de notre glace. Hein, c'est cette glace-là qui est en train de fondre. Et chaleur latente de fusion, vous trouvez aussi cette information dans vos formulaires et tables. La chaleur latente de fusion de l'eau est de 334 000 joules par kilogramme. Remarquez d'ailleurs que la chaleur latente de fusion est bien plus grande que la chaleur massique. Il faut beaucoup d'énergie pour faire évaporer de l'eau quand il est en train de bouillir, beaucoup plus que ce qu'il faudrait pour augmenter sa température, ne serait-ce que, même si on augmente sa température de 10, 20, 30, 40 degrés, l'énergie mise en jeu est beaucoup moins grande que pour sa fusion. Il reste une dernière étape qui est ici, c'est un changement de nouveau de température. Mais attention, ça c'est la glace qui s'est transformée en eau.
Donc, ça se calcule toujours par cette même formule, la masse fois chaleur massique fois la variation de température. La masse, c'est la masse de la glace, toujours, qu'on ne connaît pas. Chaleur massique de l'eau liquide, 4180. Et la différence de température, là, l'eau était à 0 degré, hein, c'est la glace qui venait de fondre à 0 degré, et la température a passé à 4 degrés. Donc, la différence de température, c'est de 4 degrés. Voilà, on a un peu décortiqué tout ça. Ces éléments, l'eau et le calorimètre, c'est ceux qui fournissent de l'énergie. Et là, on a la glace qui reçoit l'énergie. Énergie reçue. Maintenant, comment on va trouver cet inconnu? L'addition de tout ça, c'est l'énergie reçue. L'addition de ces deux-là, c'est l'énergie fournie. Et le principe de conservation d'énergie nous dit que l'énergie qui est donnée doit être égale à l'énergie reçue. D'autant plus que dans cet exercice, on dit qu'il n'y a pas de dissipation d'énergie dans l'environnement, donc on va considérer que toute l'énergie est restée dans cette enceinte de notre calorimètre, donc il y a des échanges entre le calorimètre, l'eau et la glace. Il n'y a rien d'autre qui reçoit ou donne l'énergie. Alors, calculons, regardons. Si on pose ça égale à ça, si vous regardez tout ça, le seul inconnu, c'est la masse de la glace. Je vais l'entourer pour qu'on n'oublie pas que ce qu'on cherche, c'est ça. C'est cette masse de glace, hein, représentée ici, là et là. Tout le reste, toutes les autres données, on les connaît. Alors, l'énergie fournie. Calculons ce qui est l'énergie fournie. Donc, l'énergie fournie par l'eau. La masse, 0,4, fois la chaleur massique de l'eau, 4180, fois la différence de température. Plus l'énergie fournie par le calorimètre, 167, sa capacité thermique, fois la différence de température. Et tout cela, ensemble, ça nous donne la valeur de... la valeur 2, qu'est-ce que j'ai calculé déjà? 110 000, 34 joules. Voilà l'énergie qui est fournie. Ça, ce serait une partie de notre équation. Maintenant, l'énergie reçue. Alors là, il y a 3 étapes à calculer. On aura la masse de la glace, qui multiplie 2060 fois 10 plus la fusion, de nouveau la masse de la glace, fois chaleur latente de fusion, 334 000, plus ici la masse de la glace, troisième étape, c'est la glace qui est fondue et qui augmente sa température, donc masse de la glace fois chaleur massique de l'eau, multiplié par la variation de température qui était de 4 degrés. Voilà. Si vous additionnez tout ça, j'ai fait le calcul déjà, nous obtenons 371 320 multiplié par la masse de la glace. Voilà l'énergie fournie, on le connaît, et voilà l'énergie reçue, dont on a un paramètre inconnu, la masse de la glace. Si on pose ça égal à ça, le problème sera résolu, on a une équation de premier degré à une seule inconnue. Je vois qu'on ne voit pas tout à fait bien, je vérifie. Alors maintenant, finissons-en avec cet exercice. La chaleur fournie est égale à la chaleur reçue. Ça veut dire chaleur reçue 371 320 fois la masse de la glace égale 11 034, pardon. Ce qui nous permet de calculer la masse de la glace en faisant diviser ce nombre par le coefficient de la glace, ce qui donne une masse de glace qui est égale à 0,0297
kilogrammes. Si on utilise toutes les unités standards ici, le résultat sera aussi en unité standard, le kilogramme. Ça fait à peu près 30 grammes, ce qui semble raisonnable pour ce morceau de glace. Voilà pour cet exercice.